après-midi, merci de regarder la première chaîne de télévision nationale. Dimanche 4 février dernier a été célébrée en Guinée et ailleurs la journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée consacrée pour mettre en exergue quelques prouesses, notamment dans le domaine de la prévention, le dépistage précoce, la détection et le traitement. Qu'en est-il de tout cela dans le service cancérologique? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec notre spécialiste du cancer, en l'occurrence, professeur Bangali Traoré, cancérologue en service au CHU Donka. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Bangali. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celle des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 et 73. En attendant qu'on vous cède l'antenne, nous allons nous entretenir avec notre spécialiste du cancer. Et nous revenons à vous juste après ceci. Tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème en rétrospective, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Professeur Bangali, vous êtes un habitué de cette émission, mais c'est trop dire, vous êtes passé quand même plus d'une fois dans cette émission et c'est un plaisir, un immense plaisir de vous recevoir encore pour parler de d'autres thématiques. Je disais tout à l'heure que la journée mondiale est célébrée chaque 4 février de chaque année et cela depuis des lustres. Aujourd'hui, nous allons parler des priorités. Quelles sont les priorités dans la lutte contre le cancer en Guinée? Tout d'abord, il faut que je vous remercie. Merci. De de me permettre d'être sur ce plateau pour la énième fois et pour dire que la priorité ou les priorités dans la lutte contre le cancer dans notre service ou notre pays, ce sont des priorités sur la prévention, le dépistage, les traitements, l'enseignement, mais aussi la recherche sur le cancer. Le thème de cette année, c'était quoi? Alors, le thème de cette année, c'est le même thème qui a été prôné par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2016. C'est-à-dire 2016, 2017, 2018, c'est le même thème. Je peux, nous pouvons. Pourquoi on a retenu plus d'une fois le même thème? Alors, la lutte contre le cancer, c'est un engagement. C'est d'abord un engagement individuel. Et ensuite, l'engagement individuel devient collectif. Donc, je peux, nous pouvons. Un combat que nous devons mener ensemble. On parle de services de cancérologie, nous y restons toujours. Quels sont les efforts consacrés dans la recherche, s'il existe, et le traitement des différents cas de cancer en Guinée? Alors, il y a eu beaucoup d'efforts dans la recherche sur les moyens de traitement dans notre pays. Et bien qu'il y a encore de nombreux défis à relever, alors c'est pour ça que notre service, qui a été créé depuis 2007 jusqu'à maintenant, a pu faire des avancées pour retenir des patients sur place. Mais avant la création de notre service, il y a eu d'autres efforts qui sont à saluer par nos enseignants de rang A, et notamment les services de gynécologie obstétrique, parce qu'il y a eu quand même des progrès dans la recherche. C'est sur la base de ça même que la Guinée a pu abriter le centre régional de formation à la prévention des cancers gynécologiques qui est basé à Donka. C'est un centre donc, qui est dédié
pour la formation sous-régionale dans les pays francophones. Ce centre a eu à former et même des médecins des pays de l'Afrique centrale sur la prévention des cancers gynécologiques. Et donc, la recherche est en marche, mais il y a encore de nombreux défis à relever. Alors, nous allons parler de ces défis tout à l'heure, mais avant de suivre le reportage du journal télévisé réalisé par notre consoeur Adiatou, vous avez parlé de retenir les patients sur place. Qu'est-ce que vous entendez par là, retenir avant la création ou avant la mise en place de votre service en 2007? Alors, je reviens à l'époque où j'étais en formation. On recevait assez de patients pour le traitement du cancer à Dakar. Aujourd'hui encore, ça continue d'être évacué. Les gens continuent de sortir pour aller se faire soigner. Mais si je revois un peu les statistiques de 2007 jusqu'à maintenant, 2018. Je vois que de jour au jour, nous continuons à garder des patients sur place parce que les patients partaient pour faire de la chimiothérapie. Maintenant, ce qu'on fait à Dakar en matière de chimiothérapie, on n'a rien à envier avec Dakar ni Maroc pour la chimiothérapie. Ça va être un autre sujet dans cette émission, les évacuations sanitaires des malades. Qu'est-ce qu'il faut pour retenir les patients sur place? Moi, j'en suis convaincue que nous avons d'éminents médecins, les médecins qui sont à la hauteur, qui peuvent faire grand chose. Alors, nous allons suivre le reportage de notre consoeur de journal télévisé, Adiatou Bari. Journée mondiale de lutte contre le cancer en rétrospective. Alors, l'élément est prêt. Nous allons suivre l'élément de notre consoeur Adiatou Bari. Un tueur bien silencieux selon les spécialistes en charge de la pathologie. En cause, l'absence de symptômes spécifiques qui empêchent le plus souvent le dépistage précoce du cancer du foie chez les patients. Par contre, la consommation abusive de l'alcool et les affections hépatiques sont les principaux facteurs de risque. Ils entraînent chez les malades la tumeur cancéreuse la plus virulente, appelée cancer primitif du foie. Le cancer primitif du foie, qui se développe soit à partir des cellules hépatiques, des cellules des voies biliaires intrahépatiques ou des cellules du tissu de soutien, le plus souvent dans notre contexte, ce sont des cancers qui surviennent sur un foie déjà malade, ce qui fait la gravité. Le cancer du foie est le deuxième type de cancer rencontré aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Son taux d'incidence est estimé à 30% pour 100 000 habitants, soit 700 nouveaux cas de cancer du foie enregistrés chaque année, selon les statistiques du registre du cancer du ministère de la Santé. La même source révèle un taux de mortalité d'environ 80% des patients affectés par un cancer du foie. Ce, malgré l'existence d'un traitement chirurgical comme l'ablation partielle du foie. Qui consiste à l'ablation, soit d'un lobe. Donc on peut faire une hépatectomie partielle. On a maintenant la radiothérapie conformationnelle, c'est-à-dire c'est une radiothérapie qui vise la lésion et qui permet de traiter la lésion sans dommage sur le foie restant. Ce que nous disposons sur place, c'est la chirurgie, mais qui est très limitée. L'autre traitement qui s'impose pour sauver le patient est la transplantation du foie. Il consiste à remplacer le foie malade par celui sans don donneur. Un traitement qui nécessite un plateau technique d'immunologie performant encore non existant en Guinée. En attendant, les spécialistes misent sur les mesures préventives comme la vaccination d'envergure contre le virus de l'hépatite B qui entraîne fortement le cancer du foie. Retour sur le plateau et puis, professeur Bangali, vous vous retrouvez dans le même reportage. Quel commentaire faites-vous par rapport à cet élément de reportage du cancer du foie?
C'est pour dire tout simplement que le cancer du foie, c'est un gros défi pour nos différents pays, pas seulement la Guinée, tous les pays en voie de développement et même les pays développés. Alors, le principal facteur favorisant, c'est l'hépatite B, le virus de l'hépatite B. Mais à ce facteur, il faut ajouter les facteurs alimentaires, c'est-à-dire la consommation des céréales contaminées par un champignon qui sécrète une toxine, malheureusement qui s'accumule au niveau du foie et qui augmente le risque d'apparition de cette maladie. Si vous voyez les grains d'arachide, vous voyez des moisissures dessus, donc c'est leur consommation qui favorise l'apparition de cette maladie. C'est le deuxième cancer, tous sexes confondus, avec un taux d'incidence variant de 25 à 35 cas pour 100 000 habitants, ce qui fait le nombre de nouveaux cas, en tout cas ce qui est connu, ça varie entre 750 et 1000 cas, 1000 nouveaux cas chaque année, dont plus de 98% de décès chaque année. Alors, vous avez parlé des facteurs favorisants, mais ce type de cancer n'a pas de symptômes. Hein? Alors, il n'y a pas de symptômes spécifiques parce que les mêmes symptômes peuvent être observés dans d'autres maladies non cancéreuses. Je parle de la cirrhose et même l'hépatite en lui-même peut produire les mêmes symptômes que le cancer primitif du foie. D'accord. À ce propos, professeur, rappelez-nous les différents types de cancers traités dans votre service et les chiffres exacts. Alors, nous avons beaucoup plus à faire avec, quand on voit la distribution de différents cancers. Nous avons les cancers du col de l'utérus, qui constitue le premier cancer et qui fait à peu près 1500 cas chaque année. Et ensuite, il y a le cancer du sein, chez la femme surtout, qui fait à peu près 600 cas chaque année. Et il y a, nous traitons avec, c'est un axe transversal entre les urologues et notre service, le cancer de la prostate qui constitue aujourd'hui le troisième cancer, tous sexes confondus, et qui fait à peu près 700-800 cas chaque année. Et il y a les autres cancers, notamment le tube digestif. Nous avons le cancer de l'estomac, le cancer colorectal, c'est-à-dire du côlon et du rectum, c'est le gros intestin. Il y a également des cancers qui passent parfois inaperçus et qui sont fréquents, c'est les cancers de la peau. Mais ça, c'est le cas rare en Afrique, hein? Pour la peau noire, je veux dire. Oui, c'est-à-dire quand dans la population, c'est peut-être rare, mais quand on va, par exemple, dans mon service, c'est un des cancers qui est très fréquent. On reçoit en longueur de journée des cancers cutanés, particulièrement chez les albinos. Et il y a également des cancers qui siègent sur les muscles. Ça aussi, ce sont des maladies qui sont souvent traitées dans nos communautés comme étant des abcès. Professeur Bangali, moi je me pose la question, il y a plusieurs types de cancers. Vous avez parlé de cancer du foie, qu'on a vu tout à l'heure, de la vessie, cancer buccal, de la gorge. Est-ce que moi je me pose la question, qu'est-ce qui se passe comme problème? Dans le sang, il y a le cancer du cerveau. Est-ce que ce n'est pas dû à nos modes d'alimentation? Est-ce que ce n'est pas l'environnement? Moi je me dis que le cancer, ça devient trop maintenant. Il faut dire qu'il n'y a pas d'organe ou des cellules au niveau de l'organisme qui ne peut être le siège de cancer. De la tête aux orteils, tous les organes peuvent être le siège de cancer. Tous les organes. Alors pourquoi cela? Il y a de nombreux facteurs favorisants. Maintenant, parce qu'avant, on en parlait moins. Parce que
on était confrontés, les pays sous-développés étaient confrontés à des maladies infectieuses, la peste, le choléra, ainsi de suite. Maintenant, le virus Ebola. Mais de plus en plus, c'est une transition. Le niveau de vie change. Il y a une occidentalisation de nos coutumes, mais qui ne nous laisse pas passer de nos coutumes habituelles. C'est-à-dire que la pollution, ça continue. Si vous sortez tout à l'heure de l'autre côté, tout à fait à 100 ou 200 mètres d'ici, vous verrez une grosse fumée. Une fumée polluée. Et ça, c'est un facteur favorisant. La consommation de tabac, les infections virales, l'hépatite B, les virus du papillome humain, qui est le principal facteur de risque des cancers du col de l'utérus, la consommation de l'alcool, la pollution industrielle également, c'est aussi un facteur. Alors nous sommes entourés des facteurs favorisants, les personnes sont exposées à ces facteurs, les personnes sensibles à tout cela. Alors quand on parle de l'alcool, de la cigarette, mais les gens ne nous écoutent pas, j'ai l'impression. Ils continuent toujours à fumer. Alors nous allons continuer, ça va être un autre débat, un autre sujet. La prévention et le traitement nous intéressent en cette journée en rétrospective. Professeur, comment cette journée du 4 a été célébrée dans vos services respectifs? Alors, particulièrement pour cette année, la célébration de la journée mondiale contre le cancer a été différée. Ce sera célébré au mois de mars. Pourquoi? En raison des élections communales. Oui. Et c'est pour ça que sur ma page Facebook, j'ai lancé un défi à tous les élus qu'ils en fassent un programme. Parce que toutes les communautés, toutes les classes sociales sont concernées par cette maladie. Ce sont des tueurs silencieux. Cette maladie tue silencieusement. Quand on vous dit qu'il y a chaque année plus de 6000 Guinéens qui sont victimes de cette année et de cette maladie, dont plus de 4000 décès. C'est plus que ce que nous avons vécu avec Ebola en 2 ans. C'est gravissime. En 2 ans. Mais ce sont des morts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas déclarés. Parce que vous ne faites pas la campagne des morts quand même. Ben justement, on ne fait pas ça. Alors, c'est une opportunité pour parler de ces 4 décès énormes. Professeur, alors, continuez sur votre page Facebook, il y a quoi encore? Non, c'est lancer un défi, justement, pour les élus locaux, parce que la santé de la population, ça commence par la base. Aujourd'hui, ce sont les élus locaux, ce sont eux qui sont en contact direct, qui sont plus imprégnés des problèmes de population que l'autorité au niveau central. Donc, il faudrait que ces élus intègrent dans leurs activités quand même des programmes de santé, pas seulement le cancer, de sensibilisation, justement, des problèmes de santé, qu'ils contribuent à assainir quand même leur communauté, parce que quand il y a des ordures partout, ce sont des facteurs favorisants, non seulement des maladies transmissibles, mais aussi des maladies non transmissibles, qui sont aujourd'hui des maladies presque, on peut considérer, de négligées ou méconnues. Aujourd'hui, tous les jours, on parle de décès prématurés, de décès précoces ou de mort subite. Ce sont des maladies non transmissibles qui sont à la base de ça. Deux messages, les élus locaux, je pense qu'ils regardent cette émission qui intéresse pas mal nombre de Guinéens. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Cette journée est consacrée, entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure, à la sensibilisation, les conduites à tenir, la recommandation à la consommation des aliments équilibrés, le dépistage précoce, les activités, j'en passe. Ce sont les essentiels, ce sont les mots essentiels pendant la journée mondiale, les mots-clés.
Lorsqu'il y a complication, professeur Bangali, on a vu tout à l'heure dans le reportage de notre consoeur, on a parlé de transplantation. Lorsqu'il y a complication, selon les différents types de cas, comment est-ce que vous collaborez en synergie avec vos confrères de la sous-région? Alors, je ne sais pas de quelles complications vous faites allusion. On a Quand parlé on de dit transplantation. complication, c'est la complication soit d'un traitement Quand ou on parle de la d'ablation, complication voilà. suite à l'évolution d'une maladie. Vous allez voir qu'est-ce qui ne vous convient pas, Mais qu'est-ce que vous convient. Je vais peut-être redresser votre question en disant, est-ce que nous collaborons avec nos collègues de l'extérieur? Alors, d'abord, donc je commence par ça. Est-ce que vous collaborez avec vos collègues de la sous-région, par exemple ceux de Dakar? Bien naturellement, nous faisons partie de l'Organisation africaine pour l'enseignement et la recherche sur le cancer. Nous faisons également partie de l'Association euro-africaine de cancérologie. Nous faisons partie de l'Association européenne pour la recherche sur le cancer et l'Association américaine, la Société américaine pour le cancer. Donc, quand il y a des cas qui nous posent des problèmes sur le plan diagnostique et parfois thérapeutique, on appartient à ces réseaux-là et ces réseaux nous permettent de partager l'information et de recueillir les avis des uns et des autres. Si la solution peut être trouvée sur place, on propose aux patients. Sinon, on propose aux patients d'aller là où la solution peut être trouvée sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Pourquoi j'ai parlé de complications? Dans le reportage, elle a parlé de transplantation du foie. Est-ce que le plateau technique de votre service vous permet de le faire, par exemple? Non. C'est de cela que je parle, justement. Il y a des traitements, par exemple, quand vous parlez de transplantation, il y a un préalable. Le préalable, c'est le plateau technique d'immunopathologie, d'hématologie, qui permet les tests de compatibilité. Parce que pour donner un organe à un receveur, il faut que l'organe du donneur soit compatible avec le receveur. Alors, donc, s'il n'y a pas un plateau technique qui permet de tester cela, il ne peut avoir don d'organes. Professeur, nous ne voulons plus aller à l'étranger, dans les pays de la sous-région. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce plateau technique? Alors, j'espère bien que le ministre de la Santé, il adore cette émission. Il adore cette émission, il nous écoute. Bien entendu. La cancérologie, ce n'est pas le seul service qui est confronté à cela. Il y a les insuffisants rénaux, ils étaient la dernière fois ici. Il y a comment on appelle ça, les cardiologues également, les insuffisants cardiaques, qui sont aussi confrontés à et ils sont d'ailleurs plus confrontés à ces problèmes que nous autres. Donc, ils nous écoutent et je pense que c'est le meilleur ambassadeur pour résoudre cet aspect-là. Très bien. Alors, les difficultés, c'est une des difficultés. Hein? Justement, c'est un gros défi. Les défis sont quand même énormes, hein, si vous me permettez. On a des défis en matière d'examen anatomopathologique. Le service existe, ils fournissent de gros efforts. Mais vous savez, on évolue. On ne traite pas le cancer aujourd'hui uniquement sur la base des comptes rendus qui portent sur l'examen ou le type de maladie, c'est-à-dire le type histologique et le grade histologique. Il y a d'autres aspects tels que le comportement biologique. Si vous prenez le cancer du sein, on a besoin de connaître si ces cancers sont sensibles à des hormones ou pas. On a besoin de savoir s'il y a des gènes qui sont exprimés
parce que ces gènes-là, quand ils sont exprimés, c'est un facteur de résistance au traitement, à la chimiothérapie que nous livrons. Donc, si on ne connaît pas ce statut-là, c'est difficile de prévoir ou de cibler, d'appliquer aujourd'hui des nouvelles thérapies, appelées des thérapies ciblées. Donc, ces traitements-là sont sur la base de ces examens-là. Quand ce n'est pas disponible dans notre pays, c'est un gros défi. Il y a les défis en matière d'infrastructure, en matière de ressources humaines. Je ne peux pas... J'en viens la formation des jeunes cancérologues. Vous êtes professeur, jeune professeur. Est-ce que la relève se prépare quelque part dans le service? Quelque part dans le service. Bien sûr, nous avons beaucoup espoir. Si on a opté pour cette carrière, c'est parce qu'on n'est pas agrégé pour se servir, c'est pour former des médecins qui vont être comme nous, ou peut-être même plus que nous. Donc nous avons ça dans nos objectifs. Peut-être dans les prochaines années, on sera amené à créer le DS de cancérologie chirurgicale ou de cancérologie en partenariat avec d'autres collègues qui vont être sur place, mais aussi des collègues qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est un gros défi qui nous attend. À chaque fois que l'on parle de cancer, on parle plutôt des femmes, on parle plutôt des hommes. Les enfants aussi souffrent de cette maladie, professeur. Ils constituent environ 10% de l'ensemble des maladies. Chez l'enfant, il y a En fait, quand vous voyez la courbe d'incidence du cancer, le nombre de cas de cancer en fonction de l'âge, vous verrez 2 pics. Le premier pic, c'est avant 15 ans. Alors, il y a des cancers qui expliquent ce pic de fréquence. Ce sont des cancers d'abord d'origine embryonnaire. Donc, ils se développent ou dépendent des tissus embryonnaires. Chacun d'entre nous a un résidu des tissus embryonnaires. Donc, ce sont ces cancers-là, ils sont très fréquents. Je veux parler de rétinoblastome. C'est les enfants que vous voyez avec des tumeurs de l'œil. Le néphroblastome, c'est des enfants que vous voyez avec un gros ventre. Ça dépend donc des tumeurs qui se développent à partir du rein de l'enfant. Il y a l'hépatoblastome, donc ça dépend de l'organe qui est atteint. Chez l'enfant également, il y a un type particulier de cancer appelé lymphome de Burkitt. C'est une maladie, l'agent responsable a été identifié pour la première fois en Ouganda dans les années 70. Et cet agent, c'est un virus, le virus Epstein-Barr, qui est transmis par voie aérienne et qui est fréquemment rencontré chez les enfants dans les pays tropicaux, c'est-à-dire dans les pays chauds et humides. La transmission ou les zones où l'incidence est élevée, ce sont des zones où sévit particulièrement le paludisme. Il y a également des leucémies, c'est-à-dire ce sont des maladies qui attaquent les lymphocytes immatures dans le sang, non pas les globules rouges, les globules blancs, mais immatures dans le sang de l'enfant, donc qui explique aussi une fréquence élevée de cancer chez ces enfants-là. Je crois que c'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, mais avant, le coût du traitement du cancer est très élevé. Est-ce que, professeur, l'État prévoit quelque chose pour vous, une sorte de une subvention pour aider les plus démunis à se faire soigner et à supporter un tout petit peu le traitement? L'État est moins présent. Le seul apport que l'État fait jusque maintenant, c'est qu'il existe un service qui offre donc un service public à la population. Mais c'est qu'il y a Récemment,
Il y a l'INA, l'Institut qui permet d'assurer les fonctionnaires de l'État. Mais il y a combien de fonctionnaires? Les fonctionnaires représentent combien de pourcents par rapport à la population générale? Donc, vous voyez, le défi est grand. L'État est moins présent. Quand je prends le Mali dépense, il y a un budget de 500 millions de francs CFA qui est réservé pour acheter des médicaments anticancéreux. Les Maliens aujourd'hui, en tout cas pour un bon nombre de cas, n'achètent pas les produits anticancéreux. Dans les autres pays, il y a une subvention sur l'achat de ces médicaments-là. Ça veut dire que ces médicaments sont disponibles dans les pharmacies centrales. Est-ce le Et cas? dans les pharmacies hospitalières, non, il n'y en a pas. Et j'espère que, avec le renouvellement du cabinet du ministre de la Santé, que nous aurons... On va revoir tous ces volets-là. Justement, que nous aurons des... Pour vous aider à vous de souffler un peu. Le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Alors, on n'a pas d'appel. Professeur, vous avez cité beaucoup de cas de cancer, prostate, cancer du col de l'utérus, des seins, foie, pancréas. Est-ce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, le cancer sexuellement transmissible, est-ce vrai? Avant de répondre, on va prendre cet appel. Allô? 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 Vous pouvez continuer en attendant. Est-ce que c'est vrai, le cancer du col, le cancer sexuellement transmissible? Non. Le cancer fait partie des maladies appelées non transmissibles. Par contre, parmi les facteurs favorisants, il y a des facteurs d'origine infectieuse qui se transmettent. D'accord. Si je prends l'hépatite B, les virus du papillome humain, ce sont des infections transmissibles, sexuellement transmissibles. Le VIH est un facteur également indirect dans le développement du cancer, parce que... Est-ce qu'on ne peut pas prêter le mot sexuellement transmissible parce que les facteurs favorisants sont déjà présents? Non, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire, par exemple, quand un patient a un cancer, s'il a des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'a pas le cancer, il va transmettre la maladie, le cancéreuse. Non. On va laisser tomber le mot, mais il y a des facteurs favorisants quand même. Oui, ce sont des facteurs qui favorisent la transmission. Le cancer, la transmission. Donc Alors, allô? 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 Bon, on a un problème. Nous n'avons pas encore la ligne. Le mot, on ne peut pas non plus le prêter, non? Pas de cancer sexuellement transmissible, mais par contre, ce que vous avez dit... Il y a des facteurs favorisants qui sont transmissibles. D'accord. Ok. Nous n'avons toujours pas de la ligne, ça sonne, mais j'arrive pas à décrocher. On parlait la recherche dans les pays, vous l'avez dit tout à l'heure, en voie de développement, la recherche, les différents traitements selon les différents cas de cancer ont progressé. Alors, professeur Bangali, on revient un peu en arrière. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut retenir de vos services dans le cas de la recherche?
Alors, le 23 janvier dernier, j'étais à un meeting organisé par l'Association européenne pour la recherche sur le cancer. Alors, l'objet du meeting, c'était comment optimiser le traitement, la recherche et la prévention des cancers dans les pays à ressources limitées. Pas seulement l'Afrique, il y a les pays d'Asie, mais aussi les pays d'Amérique. Alors, donc, l'objet, c'était cela. Dans le programme, il était parce que nous, les francophones, on a un facteur limitant. C'est la langue anglaise. Les gros fonds qui sont débloqués, par exemple, pour la recherche sur le cancer, c'est débloqué par les pays. Allô? Allô, bonsoir. Heureusement. Ça va? Excusez, madame, éloignez-vous un tout petit peu de votre... Ouais, éloignez-vous ça va? éloignez-vous. Ah, moi je vais demander, docteur, je ne peux pas m'expliquer très bien en français. Problème de ce que vous êtes en train de dire là, comment que ça commence? Alors, calmez-vous, madame, on ne vous entend pas, il y a trop de bruit autour de vous. Je suis sortie, je suis loin du télé. Alors, je vous dis, Oui. alors c'est pour le docteur que vous posez la question, donc posez pour qu'il puisse vous comprendre. Alors, quelle est votre question? Le problème que vous êtes en train d'expliquer là, parce que moi, j'ai une maladie du cœur, quoi. Des fois, à droite, là, ça me fait mal. Moi, je ne sais pas comment que le cancer de foie, là, commence. C'est ça que je veux savoir. Voilà. Madame, si le médecin ne vous comprend pas, il ne pourra pas répondre à votre question. Alors, vous allez vous éloigner un tout petit peu de votre téléviseur. Je suis loin de là-bas, je suis dehors, je suis même sortie dehors de la cour. On ne le comprend pas. On ne peut pas le prendre parce qu'on ne pourra pas, vous ne pourrez pas répondre à la question. Merci. Allô? Moi, je suis dehors de la cour, je suis sortie. Il y a plus de 10 mètres entre moi avec la télévision. Posez donc la question. Bon, ce que je veux savoir, mon cœur vers droite là, si je marche, je serai étouffée, des fois ça me fait mal, il faut que je tape, je ne sais pas ça, c'est quelle sorte de maladie. Quand il mange... Vous avez été dans un hôpital. Bon, là, je vous conseille d'aller... vous résidez où? Vous Vous habitez résidez où? où? Je suis à Francis, c'est à Waketa, l'appareil. Ok. Donc, je vous conseille d'aller... Vous dites que vous avez mal au cœur, non? Gauche, disons Côté gauche. C'est le À sein? l'hôpital? Est-ce que c'est le sein ou c'est autre chose? C'est moi, mais mon cœur vers droite là. D'accord. Des fois, si ça me fait mal, ça me fait mal. Ok, je Ça vous me conseille... fatigue un peu, là. Des fois, si ça fait mal, il faut que je tire ça avec ma main. Je vous conseille d'aller dans un centre de santé ou dans un centre communal pour expliquer votre problème. Et ensuite, si ça leur dépasse, et comme ça, on va vous référer à un niveau supérieur pour être pris en charge. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, c'était l'inquiétude de notre téléspectateur. Alors, elle a parlé du côté droit, pas du côté gauche. De toute façon, vous lui recommandez d'aller dans un centre, c'est mieux indiqué. Allô? Bon après-midi, messieurs. Comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Allô? Comment vous vous appelez, messieurs, et d'où vous nous appelez? C'est Diallo Lamarana. C'est Diallo Lamarana. Diallo Lamarana. Votre question? Oui,
J'aimerais savoir quels sont les facteurs qui favorisent le cancer du foie Cancer du foie. et comment le cancer se manifeste, les symptômes. C'est très clair. Là, la question est très claire. Les facteurs qui favorisent le cancer du foie, on a parlé tout à l'heure des virus de l'hépatite B et des virus de l'hépatite C. Ce sont des infections qui se transmettent par voie sexuelle et par la contamination sanguine, mais aussi par de la mère à l'enfant, à travers le placenta. Et le virus va entraîner donc une maladie au niveau du foie appelée cirrhose du foie et qui est intermédiaire pour avoir le cancer du foie. Il y a également la consommation abusive de l'alcool qui peut aussi entraîner la cirrhose et qui se transforme en cancer. On a la consommation de céréales ou d'arachides contaminés par un champignon donc, qui entraîne aussi le cancer du foie. Très bien. Alors, Allô? Vous avez fini? Vous continuez. les signes, il n'y a pas de signes spécifiques parce que... Je le raccroche, vous continuez. Il n'y a pas de signes spécifiques parce qu'au moment où on a les signes, la maladie est déjà avancée. Donc, je préfère ne pas parler des signes que je préfère qu'on intervienne sur les facteurs favorisants. La meilleure prévention, c'est de consommer des aliments qui sont bien conservés, mais aussi de faire la vaccination. Alors ça, c'est à bas âge, hein? Ah oui, même à l'adulte, si le sujet n'est pas vacciné, qu'il se rende au centre de vaccination pour demander où se trouve le vaccin, on lui dira où se trouve le vaccin. D'accord. Qu'est-ce question que je voulais poser tout à l'heure? On passe cet appel. Allô? 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 Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir, madame. Allô? Allô, oui. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, c'est Cissé Marawa. C'est Mawa. Comment, d'où vous nous appelez, Mawa? Merci, professeur. Alors, éloignez-vous, on ne vous entend pas, il y a trop de bruit. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, il y a trop de bruit. Allez, posez votre question. Elle est encore tout près. Hein? Allô? Voilà, c'est bon là. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, dans le traitement du cancer, après la chirurgie d'Exérèse, quelles sont les causes des récidives de cancer? Parce qu'il y a des cancers qui récidivent après le traitement. J'aimerais savoir ça, c'est lié à quoi? Alors, les facteurs, je vais redresser peut-être en disant rechute de la maladie pour permettre à un bon nombre de comprendre. La chirurgie n'est pas le seul traitement, le plus souvent, du cancer. Donc, avant d'opérer, il faut savoir s'il y a un traitement à faire avant la chirurgie, ce que bon nombre de chirurgiens ne font pas. Et après la chirurgie, est-ce qu'il y a d'autres traitements à faire, c'est-à-dire qu'on appelle des traitements complémentaires ou des traitements adjuvants? Si on ne fait pas les traitements qui doivent être faits avant et les traitements qui doivent être faits après, c'est un facteur de rechute de la maladie. Mais les facteurs de rechute, il y a aussi le stade auquel on reçoit les malades. Il y a le comportement de
de la maladie elle-même qui constitue aussi un facteur de rechute, mais aussi la façon dont la chirurgie a été réalisée. Parce que l'objet de la chirurgie du cancer, ce n'est pas seulement enlever la tumeur, mais il faut enlever la tumeur avec un environnement des tissus sains. C'est ce qu'on appelle la chirurgie carcinologique. Il faut que cette chirurgie soit adaptée également à la taille de la tumeur. Il faut qu'elle soit, si vous optez par exemple pour un traitement conservateur, c'est-à-dire qui consiste à enlever la tumeur, laisser l'organe sur place, alors qu'il faut enlever l'organe entier, forcément, il y aura une rechute de la maladie. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? En fait, je me nomme tout simplement Kabalay. On ne vous entend pas, éloignez-vous. Kabalay. Kabalay. Alors, nous vous écoutons, monsieur Kaba. Je suis actuellement à Lambagne. Vous habitez à Lambani. La question pour le professeur. Vous dites? Nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Posez la question. Quelle est le mesure de prévention en cas d'un cancer? Reprenez, on ne suit pas. Allô, monsieur Kaba? Monsieur Kaba, vous êtes là? Allô? Oui, monsieur Kaba, posez la question. Quelles sont les mesures de prévention du cancer? Les mesures de prévention du cancer. Oui, oui. Ok. Je saute sous l'occasion. Hein? Alors, on parlait tout à l'heure de virus. Première mesure, vaccination. Hein? Vaccination, par exemple, pour prévenir le cancer du foie, c'est la vaccination. Quel type prévenir, de vaccination, professeur? Il faut être vacciné contre le virus de l'hépatite B. Très bien. Pour le cancer du col de l'utérus, il faut être vacciné contre les virus des papillomes humains. Ça, c'est où le vaccin? Alors, malheureusement, le vaccin contre le virus de l'hépatite B est actuellement disponible à l'Institut national de prévention, mais il est intégré au pentavalent, c'est-à-dire les enfants qui naissent et dès leur premier mois, il y a un vaccin, donc c'est intégré dans le programme élargi de vaccination. Mais il y a des voies qui s'élèvent pour essayer de protéger plus précocement les enfants en proposant d'isoler le vaccin afin de l'administrer dès la naissance. Il y a l'alimentation. Il faut consommer beaucoup de fruits et légumes. Et le vaccin contre le col de l'utérus? Il n'est pas encore disponible dans notre pays. Mais c'est disponible ailleurs? Ailleurs. Très bien. Alors, il faut améliorer son alimentation en consommant beaucoup plus de fruits et légumes, Voilà. en consommant moins gras. Et également, il faut pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire pratiquer du sport régulièrement. Ne pas consommer de tabac. Les 3 mesures, je pense, suffisent pour prévenir près de 60% de l'ensemble des cancers. C'est déjà pas mal. Allô? Je crois que c'est le dernier appel. Nous arrivons au terme de l'émission. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Allô? Oui. Bonsoir, Moi, c'est Raphaël. Oui, d'où vous nous appelez? Ok. Je voudrais savoir. D'accord. Allez, posez la question. Comment éviter la contamination de l'hépatite B à l'enfant pendant l'accouchement? Très bien. Ça, c'est ma... Ça, c'est une belle question. Là, je fais référence à la protection de la mère et de l'enfant au cours de la période périnatale. Donc, il y a des protocoles de prévention de cette contamination
je ne suis pas la personne la mieux placée pour Alors, cela. pour soutenir Mais- un tout petit peu ce que vous dites, le professeur Djouri est passé dans cette émission. Je crois qu'on a touché tous ces volets-là pour éviter l'enfant, pendant l'accouchement, d'être contaminé. Et alors, ça ne relève pas du thème du jour. Alors, je crois que professeur, les conseils avant de nous quitter. Alors, le premier conseil, c'est de s'impliquer davantage dans la lutte contre la maladie parce que toutes les personnes de toutes les classes sociales, qu'elles soient, sont concernées par cette maladie d'une manière ou d'une autre. Donc, s'impliquer dans la prévention, s'impliquer dans le dépistage précoce des malades, mais aussi, il faut aider parce que quand c'est la mamaya, les gens sont prêts à aller donner sortir de l'argent, beaucoup d'argent pour d'ailleurs, se vendre, pour se montrer. Mais quand il s'agit de soutenir des malades Les ou des causes structures, on ne voit presque personne. On voit peu de personnes. Donc on invite toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient opérateurs économiques, qu'elles soient autorités, les ministères, n'importe qui peut apporter son grain de sel sur la prévention et la lutte contre le cancer. Cette personne sera la bienvenue. On félicite et on encourage les associations qui s'investissent dans cette lutte. Et ces associations doivent également être soutenues pour magnifier ou optimiser leur programme de lutte. D'accord. C'était ça. Est-ce que nous arrivons au terme de l'émission? La régie ne m'a pas encore signalé. Est-ce qu'on peut prendre ce dernier appel avant de clôturer? Allô? 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 Allô, oui. Allô, bonsoir, madame. Allô, rapidement, on n'a plus le temps. Comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Allô, oui, bonsoir, madame. Très rapidement, comment vous vous appelez, d'où vous nous appelez? Allô? Oui, il y a du bruit autour de vous. Éloignez-vous et posez très rapidement. Là on n'a aussi, il n'y a pas pas le de temps. bruit, hein. Le retour n'est pas bien, là. Je vous entends très mal. On n'a pas le temps. Très rapidement, on va clôturer. Vous me recevez, madame? Oui, nous vous écoutons. Posez la question rapidement. Voilà. En fait, vous parlez un peu de ce que le docteur vient à peine de dire. Bon, c'est Souris Tolno, j'appelle depuis l'aviation marché. Par rapport aux gens qui ne viennent pas souvent en aide des médecins, c'est-à-dire qui aiment beaucoup investir, donner des millions dans des mamayas. Ça, c'est une très bonne question. Il va falloir que le docteur revienne encore, en débattre là-dessus, pour qu'on sensibilise les gens. Au lieu d'aller donner des millions à des gens juste que des griots ou soit des griottes parlent de vous, il faut investir dans ces genres de domaines. Il y a des écoles de santé ici, acheter des matériels, amener dans les écoles, apprendre, encourager les jeunes à bien apprendre, au lieu d'aller jusqu'ailleurs, en Europe et ainsi de suite. Alors, donc, c'est une très bonne chose. Merci. Ce qu'il a relaté, je l'encourage beaucoup dans ceci. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Il vous rejoint. Il faut dépenser dans les causes nobles, les enfants déshérités, cancer, dans la lutte contre le cancer. Alors, professeur, il partage votre point de vue. Selon l'OMS, la prévention, il pointe du doigt un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, l'obésité, le tabagisme et la consommation abusive de l'alcool. Près d'un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. Selon l'OMS toujours, il faut noter que le cancer ne connaît pas de frontières. Ça veut dire que personne n'est épargné de cette maladie. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec professeur Bangali Traoré, cancérologue, en service au CHU, donc, qui était notre invité de cet après-midi. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation
de cette émission. J'espère que vous avez été servis et ravis. On se retrouve la semaine prochaine, il a dit. Prenez soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Et gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Selon Stéphane Gisèle, le sourire est un devoir social. À la semaine prochaine.